Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse relativement complète sur Bitcoin et on va également s'intéresser au XRP avec des dénouements dont on avait déjà parlé, qu'on avait déjà prévu sur le procès autour de XRP contre la SEC. Security and Exchange Commission. Donc on passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de cette vidéo. Ne pas hésiter non plus à mettre un like et un commentaire d'encouragement. On est là sur le Bitcoin face au dollar et pour moi on a deux figures, deux triangles qui se battent en ce moment, tout simplement, mais qui peuvent nous donner une résolution relativement simple puisqu'on arrive à la croisée des chemins sur ces deux triangles-là. Donc on a ici, que je vous ai dessiné rapidement en jaune, un triangle descendant qui lui-même a fait ses trois touches en bas, vous voyez qu'on en a même 4, et il a fait ses trois touches en haut également, donc il est totalement mûr pour péter, au sens où généralement on dit qu'un triangle descendant est mûr pour péter autour des 7 dixièmes, donc à peu près les 2 tiers. Ici vous voyez qu'on a 146 barres, les 2 tiers ça nous donnerait à peu près une centaine de barres, et vous voyez qu'on est pile poil ici dans la zone où ce triangle est mûr pour péter. En général c'est une figure qui est plutôt bearish, à hauteur de 54% de chance de sortir baissier. Et pour le coup, il aurait une target qu'on évaluera comme ceci, hop, avec une cassure ici en bas du triangle. Donc vous le voyez, ce sont des targets assez conséquentes, autour des 10 000 $. Est-ce qu'on va toucher la target nécessairement? Alors j'ai pas de statistiques sur le fait qu'on touche les targets ou pas, mais en général ce que je peux vous dire c'est que la moyenne de baisse est autour de 20%, ce qui nous emmènerait pile poil ici dans cette zone en tout cas des 14 000 à peu près. Ça aurait du sens en termes de structure, au sens où, comment dire, si on réfléchit à ceci comme étant une dernière vague 5, donc ici vous le voyez, une A, une B et une C, si on regarde le mouvement du 1 pour 1, c'est-à-dire A égale C, concrètement on pourrait ici avoir quelque chose d'intéressant. Alors je les ai bien placés, oui ça va à peu près, ouais, ça va. Donc du coup, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant autour des 16 500, c'est-à-dire une C qui s'arrête ici, qui nous donne un mouvement de 1 pour 1, A égale C, ou alors une C qui va encore plus bas au 1,618 et qui là nous emmènerait aux 13 500 $. Si jamais on devait aller aux 10 000 $ comme prévu, ça nous donnerait des targets quand même relativement baissières, au-dessus des 200% pour cette C. Tout ce mécanisme-là voudrait dire, et vous le comprenez, que la structure ici est changeante, et c'est-à-dire qu'on a trouvé ici notre 4, puisque nous on est sur une descente en 5 vagues dans le décompte actuel, on est sur une descente en 5 vagues, et qu'on aurait trouvé notre vague 4 ici autour des 25 000 $, et non pas un peu plus tard autour des 25 000 $ à nouveau. C'est-à-dire que nous, en l'occurrence, on ne croit pas trop ici dans ce mouvement-là comme étant la 4 dans son aspect total, dans une 4 complète on va dire, et donc on envisagerait plutôt dans le décompte actuel qu'on a quelque chose qui nous donnerait une flat. Néanmoins, c'est tout à fait possible, bien entendu, et vous comprendrez ici que on va avoir des réponses sous peu par rapport à ce triangle descendant tout simplement. Hop, j'essaye de vous nettoyer ça. Et en l'occurrence, voilà. Et la deuxième figure, pour le coup, elle est plutôt bullish, au sens où c'est ce gros triangle que vous voyez en jaune. Et si jamais on tient le support actuel, là, sur lequel on est en ce moment, eh bien, à ce moment-là, on aurait des bonnes chances de revenir à nouveau faire un bisou. Et là, effectivement, on aurait cette structure en flat, puisque vous avez ici, vous le voyez, on rebondit sur le support qui est là, et on revient faire une touchette ici à ce support-ci, et ceci étant potentiellement la 5. La 5 pourrait être tronquée, elle pourrait rebondir au milieu du biseau, elle pourrait rebondir avant cette fameuse 3, ça n'est pas vraiment un problème ici dans un biseau qu'on descende en dessous, ou alors la 5 pourrait, elle, à ce moment-là, venir redescendre au niveau des 14.
Donc, intéressant, je trouve, de se trouver à la croisée de ces deux triangles. Vous voyez qu'on est pile à l'endroit où les deux se croisent. Hein. Ici, là, on a vraiment le moment où soit on perd finalement ce support qu'on va appeler le support des 18,7 à peu près. On le perd littéralement, c'est-à-dire on fait plusieurs clôtures daily en dessous et on confirme la perte de ce support oblique qui est ici. Ou alors, on revient à minima faire une touchette, pardon, excusez-moi, au 20 700. Donc ici on a trois cas de figure, soit le prix nous donne cette fameuse flat que nous on attend depuis un moment, voire qui peut éventuellement dépasser ici, hein, ou se placer en running, encore que ça sous-entendrait ici un mouvement vraiment violent qui nous fasse 19 000 à 30 000, donc on va plutôt privilégier ici, étant donné qu'on a latéralisé pendant un petit moment ici les 25 000 $, soit ce triangle là effectivement qui est donc celui que je vous avais dessiné, c'est-à-dire ici la droite violette et ce support horizontal ici pète à la baisse et auquel cas on ira chercher des targets qui seront bien évidemment beaucoup plus basses. La figure la plus propre pour moi c'est le triangle descendant, c'est-à-dire la figure la plus bearish puisque techniquement, on peut dire qu'elle a plus de touches, etc. Voilà, donc tout se joue en ce moment où vraiment ce fameux triangle descendant ici est prêt à casser. Donc on va ici du coup potentiellement même le dessiner un peu plus propre, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre ce point là et on va vraiment prendre, histoire d'avoir la figure sous les yeux, et on va prendre bien évidemment ce point-là, ok? Donc du coup, on les garde sous les yeux et on a ce fameux triangle. On va peut-être le mettre dans une autre couleur, comme ça on l'a vraiment sous les yeux sur une couleur différente, qu'on va mettre par exemple en violet, comme on va mettre peut-être du bleu, du orange, voilà, ou quelque chose qu'on peut bien lire, du vert. J'ai pas beaucoup de vert là. Hop, excusez-moi, j'aurais dû préparer la vidéo avant, mais on a quelque chose comme ça. Ok, donc ça c'est vraiment à suivre de près, ce fameux triangle là, est-ce qu'on le pète? Donc du coup auquel cas là on n'a pas grand chose sous les pieds à part ce dernier support des 17,6, mais pour moi voilà, soit on vient juste pile poil chercher et on réintègre, mais sincèrement si ça se fait, ça devrait se faire très rapidement, hein, c'est-à-dire qu'on devrait avoir, vous le voyez ici, cette perte, on vient juste chasser la liquidité sous les 17,6 et on réintègre le gros triangle, ou alors tout simplement, eh bien on est dans cette config où on va tout de suite au 14 et donc du coup on considère que là cette 4 est finie et que on est déjà en train de marquer la 5. Il n'y aurait pas dans ce cas là tout simplement de running flat. On aura vraiment ici l'information là dessus assez rapidement, au sens où si on pète ici ce support comme je vous le dis des 18,7 vraiment franchement et qu'on a des vraies clôtures en dessous, etc., on pourra se dire que bon bah ça y est, on va d'abord au 16 et puis ensuite au 14, et au sens où si jamais à l'inverse on vient casser ce triangle à la hausse, hein, ce qui arrive dans 41% des cas. C'est-à-dire qu'on a une sortie haussière de ce triangle, donc là je parle bien de celui qui est vert, celui que je viens de dessiner, et ben du coup, à ce moment-là, c'est ce qu'on aura sous les yeux, donc on pourra dire, bah oui, on est effectivement bien dans cette flat, et potentiellement dans quelque chose d'encore plus haussier, on verra ensuite par la suite ce que ça peut nous donner. Pourquoi je vous dis ça? Il est aussi possible, vous avez compris, donc je vous dis 54% des cas sortie baissière, 41% sortie haussière. Si j'additionne tout ça, ça fait 5%, donc ça veut dire que si on en sortait par le côté, on aurait 5% de chance de le faire tout simplement. Voilà, ça c'était pour Bitcoin, pour ce qui concerne un petit peu le chartisme, l'action de prix, deux triangles qui sont en ce moment convergents, qui sont à la croisée. On est à la fois sur le support d'en bas du triangle vert et on est à la fois sur le support oblique du triangle jaune, donc on aura une réponse là-dessus très rapidement. Personnellement, pour le moment, moi je suis en longue depuis les 18,7 pour un retour à minima au 20,7. Néanmoins, en ce moment, je dirais que pour ceux qui sont pas rompus au trading et qui sont pas vraiment des traders, puisque tout ça est fait avec un risk management relativement serré, tous ceux qui sont pas rompus à ce type de trade, etc., l'idéal étant pour moi, en ce moment, sur ce type de figure, quand elles se croisent, rester hors marché, attendre un signal et agir au moment du signal, c'est-à-dire là, en l'occurrence, la perte des 18,7 ou alors le fait qu'on casse les 27. On a un momentum qui est quand même relativement sexy en daily. Qu'est-ce qu'on a en momentum qui est sexy? Ben, on a tout simplement cette potentielle divergence haussière. Vous le voyez là, sous le prix, on a le prix qui descend et le RSI qui monte.
On a également en daily le palissement de MACD qui nous dit que peut-être on retournerait ici croiser le 0, donc on serait sur un mouvement de hausse également. On a ce potentiel point d'achat sur Cypher qui nous dit regardez, j'ai un point d'achat, si ce soir à 2h du matin ce point d'achat est confirmé, on aura un point d'achat confirmé sur le market Cypher. Et on a le stock qui rebondit ici sur les 14 et qui potentiellement peut nous donner quelque chose d'haussier dorénavant. Donc en daily, le momentum est pas dégueulasse. On a aussi cette hausse des volumes, vous le voyez là, hausse des volumes sur Binance, qui peut nous dire que il y a du business qui a envie d'être fait là ici dans cette zone. On a envie de garder ce bottom. En 12 heures, c'est encore plus bullish. Vous voyez cette accumulation ici de divergence haussière en 12 heures sur le Cypher. On a également ici, vous le voyez, ce mouvement de vente qui est plus faible que celui-là. Donc du coup, on a ici une divergence haussière également. On a également ici ce mouvement d'achat qui est moins fort que celui-ci. Donc pareil, on va dire mouvement haussier en préparation. On a un stock quand même en 12 heures qui est déjà à 91. Donc si on veut un mouvement haussier qui soit violent et qui perdure dans le temps, il va falloir que le RSI stochastique ici continue à ramper vers le haut. On a aussi cette divergence haussière là potentielle qui est dans les tuyaux. Vous voyez ici que le prix descend, mais le RSI est en montée. Ça signifie qu'il y a un essoufflement des vendeurs. Et puis ici, par contre, ce palissement en 6 heures n'est pas extrêmement encourageant. On a quand même ici également un money flow qui commence à se calmer. Vous le voyez là ici sur la zone verte. Mais néanmoins, pas mal d'accumulation de divergences aussi. Et elles sont pour la plupart haussières. Idem sur le 4 heures. Donc là, vous voyez qu'on est peut-être dans quelque chose qui nous dit que ça va latéraliser à minima ou peut-être péter en haut. D'où l'idée éventuellement de se dire qu'on pourrait retourner au 20,7 voire au 25. Encore une fois, tout ça n'est que des conjections. Vous prenez vraiment des conjections de signaux et vous en faites une stratégie. On a fait déjà 11 minutes sur l'action de prix sur Bitcoin, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. On va aller voir Ethereum. Ethereum, vous vous rappelez que on avait parlé de ce flag. Pour l'instant, il n'est pas totalement pété à la baisse, donc on aurait potentiellement ici quelque chose qui pourrait nous dire que si Ethereum veut le faire, pour le coup, lui, il serait dans une ABC qui n'est pas une flat, mais qui est plutôt une zigzag. Ce que je trouve intéressant sur Ethereum, c'est que si jamais je devais vous montrer ici les trois lignes de ce mouvement en trois vagues également, puisqu'on est ici potentiellement sur une zigzag, c'est-à-dire qu'on devrait faire ça en 5-3-5 en théorie. Donc on a ici potentiellement, c'est ce que je vais vous montrer là, une zigzag qui nous a fait un joli 1 pour 1, c'est-à-dire là pour le coup on a atteint cette fameuse target du A égale C, la vague A est égale à la vague C, je parle de la blanche là, et vous le voyez, on avait une target ici de 1254 $, on est passé légèrement en dessous, les Fibonacci c'est pas toujours au dollar près, mais vous voyez que ce point là ici a été préservé en clôture daily, et que là on est sur un rebond. Donc, potentiellement, on pourrait se dire que cette ABC est terminée, elle a touché ses objectifs, d'accord, et que on va désormais sur Ethereum amorcer potentiellement une nouvelle vague de hausse. Le momentum c'est à peu près le même que sur Bitcoin, on a quelques petits signes en moins, j'ai envie de dire, mais globalement si on fait un point sur le daily, on a quand même ce point d'achat confirmé, on a le stochastique qui pour le coup lui est autour des zéros, donc ça signifierait qu'on pourrait ici remonter, on a un palissement du MACD également, donc sur ce mouvement de vente on se calme, et ce mouvement de vente est moins important que le précédent, et puis on a également, non on n'a pas de divergence haussière en daily, autant pour moi, mais on va la voir je pense en 12 heures. Oui, voilà, en 12 heures, on a cette montée du RSI très légère ici et cette descente au niveau du prix. Ici, pareil, sur le MACD, on va pas tarder à croiser le 0. Bon, globalement, on peut dire que les momentum sont à peu près équivalents. Et moi, j'aime bien, dans ces cas-là, quand les planètes s'alignent un petit peu au niveau des différentes targets. Sur Ethereum, ce qu'on peut dire aussi, et si on se met peut-être en 4 heures, on le verra mieux, c'est que c'était relativement propre au niveau de la structure, au sens où on a fait tous ces flags. Hop. Et où donc du coup on était effectivement dans une zigzag. Dans une zigzag on attendrait une 5-3-5, 1, 2, 3, 4 et 5, vous la voyez, 1, 2, 3 en hausse et 1, 2, 3, 4 et 5 à la baisse. Autant pour moi celle-ci ne compte pas, mais donc du coup on est sur 1, 2, 3.
3, 4 et 5. En l'occurrence, beaucoup de flags ici, vous le voyez, et à chaque fois on touche la target, hein, c'est très propre. Vous le voyez ici, on avait ce mât là, on descend dans ce bear flag, ce drapeau baissier, on vient pile poil toucher la target, on dessine un nouveau flag, on vient à nouveau, vous le voyez là, je reporte le mât au point de cassure tout en le remettant en haut du drapeau, on vient pile poil toucher la target également, on fait exactement la même chose en dernier, on refait à nouveau un flag, et si je reprends ici le même mât que je reporte au même point de target, j'ai tout à fait mon point de take profit. Donc ce qu'on va surveiller tout simplement sur Ether, c'est qu'il ne nous fasse pas une extension, c'est-à-dire que tout simplement ici, il va falloir regarder qu'il ne nous dessine pas un nouveau flag. Si jamais c'était le cas, et du coup on aurait le mât pour moi se trouve comme ceci, et on aurait un point de report éventuellement au point haut qui nous donnerait ici un Ether autour des 1173 $, ce qui est tout à fait possible, mais néanmoins pour moi là ici le décompte, le sous-décompte, la sous-structure est relativement propre encore une fois pour un rebond. Donc voilà, la seule chose qu'on pourrait dire ici qui graphiquement on va dire est relativement bearish sur Ethereum, c'est qu'on avait ici cette épaule tête épaule, vous la voyez ici la première, qui est pas extrêmement propre, mais bon on peut dire que elle est quand même là, et en l'occurrence cette épaule tête épaule avait pété vers le bas, hop, et si on prend la target de cette épaule tête épaule à la cassure qui se trouve ici, on aurait plutôt ici quelque chose qui pointe vers effectivement les 1100 $. Donc à voir sur Ether comment ça va se développer le prix. On a aussi cette target là ici qui viendrait chercher les 956. Alors je me rappelle plus comment je l'ai calculé, mais vraisemblablement il s'agit de cette épaule tête épaule là. Là on a quand même une épaule gauche qui est très très haute, donc du coup la figure est pas très belle en soi vraiment sur cette ligne de coup là, donc bon à voir comment se déplie un petit peu l'histoire, mais pour moi ici on est sur un momentum qui est relativement bon, donc ça tendrait à dire que on va à minima ici revenir chercher les 1400, potentiellement revenir faire un bisou en haut du flag, et si jamais on pétait ce flag là, celui-ci 1563, si jamais on pétait ce flag à la hausse, hein, vous comprenez que tout ceci est un flag, en l'occurrence moi j'aurais tendance à dire que le mât pour le coup se trouve ici, c'est-à-dire à la fin de la première structure. Tout ça pour moi c'est une structure, hein, c'est une flat. Donc du coup, si jamais je reporte, j'arrive autour des 2500 $ en target pour Ethereum. Ce que je trouve relativement intéressant aujourd'hui, c'est que on a un petit peu un Bitcoin qui fait un peu sa vie. Et des cryptos qui font un peu leur vie, contrairement là où on a bien dévissé suite à la hausse de 0,75 de notre ami Jérôme Powell, là où on a pas mal dévissé hier, vous le voyez, on a eu des journées qui étaient relativement... On a eu une journée qui était relativement baissière. En fait, finalement, hier, Bitcoin a un peu fait sa life. En l'occurrence, ici, si je regarde la structure sur le Nasdaq, puisqu'on est sur la macro, on va ici en parler. Sur la macro, sur le Nasdaq, on a cette épaule, tête épaule ici, qui nous donnerait une target de 259. Je pense que 259 est une target tout à fait réaliste. Vous le voyez aussi également... si on a eu ici ce fameux gros changement de tendance qui, lui, devrait se faire en 2, 3, 4 et 5, on serait là pour le coup sur une fin de structure, hein, sur le S&P peut-être, et pour le coup lui aurait fini sa 4 et on serait potentiellement sur un S&P qui est en avance en fait sur Bitcoin dans la structure. Donc ça irait un petit peu dans le sens aussi de dire que Bitcoin va aller plus bas et que en fait notre décompte n'est pas forcément exactement le bon, étant donné que ces assets sont relativement corrélés. Vous voyez ici que potentiellement cette espèce de biseau que je vais vous tracer là, voilà, comme ceci, nous donnerait plutôt... Alors, soit une 5 tronquée, c'est-à-dire qu'elle rebondit au milieu du biseau. Une rotation au milieu du biseau, c'est extrêmement fréquent, hein. Pour le coup, on viendrait chercher ici les 259. Soit tout simplement le fait d'aller chercher le bas du biseau. Alors, vous allez me dire 192 sur Nasdaq, c'est-à-dire à partir d'ici, une baisse de...
On est ici, tac, une baisse de 30% supplémentaire, c'est un petit peu Ramageddon, et je vais vous dire, oui, c'est tout à fait possible compte tenu du contexte. On a déjà perdu 30% depuis le top, un moins 60 en un an serait vraiment effectivement quelque chose de relativement dramatique. Mais moi, j'aurais tendance quand même à privilégier une rotation partielle qui est très fréquente dans les biseaux, et qui du coup viendrait après, derrière, nous péter tout ça. Quand est-ce qu'elle aura lieu cette rotation partielle? Eh ben là, on est dans une sorte de diagonale. Vous le voyez, puisque comme la 4 vient voyager dans le territoire de la 1, on est obligé d'envisager une diagonale si on doit faire un décompte en 5 vagues. Si jamais on est dans une diagonale, on s'attendrait à avoir 5 vagues de 3. Je vais vous enlever là ici le truc pour vous montrer. Et en l'occurrence, on aurait eu ici 3 vagues. On aurait eu ici 1, 2, 3 vagues. On aurait eu ici 1, 2, 3 vagues. D'accord. On aurait eu ici 1, 2, 3 vagues. Et là, on est en train de construire une 5 qui elle-même se décompte en 1, 2, 3, d'accord. Je vais vous la noter en ABC, donc ça va être une vidéo, excusez-moi, assez complète, mais du coup, vous comprenez un petit peu ma manière de faire au niveau des structures et des vagues et des décomptes. Donc là, on serait dans quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on va aller chercher en général sur ce type de vague? On va aller chercher soit les 0,618 d'extension, et là, encore une fois, je parle d'extension, c'est-à-dire que j'utilise ce Fibonacci-là. Je prends le plus haut, donc le 0, le point A et le point B. Et 0,618, vous voyez qu'on l'a déjà pété, c'était les 285. Le prix a d'ailleurs un petit peu latéralisé dessus. Si jamais on vient chercher le 1 pour 1, on viendra chercher les 270 ici. Donc vous voyez que ça nous donnerait une C qui vient chercher par là. Et si jamais on vient chercher le 1.618, ça nous donnerait 248 sur le Nasdaq. C'est-à-dire que là, pour le coup, je trouve que la structure, si jamais on fait cette fameuse 5 en biseau avec rotation partielle, est vraiment très propre. On toucherait effectivement la target de cette épaule tête épaule. On pourrait rebondir sur le 1.272, mais c'est pas un objectif privilégié. Donc ici, on va plus ou moins tabler sur quelque chose entre les 100% et les 161,8% de l'AA. Donc vous comprenez que là, ce que je fais, c'est que je reporte l'AA en haut du point B. Donc l'idée en l'occurrence ici c'est de faire une mesure déportée pour savoir, tiens, est-ce que la B aura 1,618 fera 1,618 fois la A en haut de la B ou pas. J'espère que vous comprenez l'idée, mais voilà un petit peu le concept ici. Donc ce qu'on va chercher ici, c'est plutôt du 1 pour 1, donc 250, ou alors l'inverse. Sur S&P, vous voyez qu'on a comblé ce gap là, qui était là. On a perdu le support que je trouvais relativement important de tenir au niveau des 3945. Donc ce gap, on peut l'enlever. Vous voyez que sur la descente, on a créé 2 nouveaux gaps qui, eux, pourront éventuellement être travaillés plus tard. Et en l'occurrence, on aura aussi potentiellement un petit gap à venir combler ici, donc juste en dessous, autour des 3699. La structure, elle est relativement similaire sur le S&P. En gros, si on fait un double bottom, vous le comprendrez ici, et là je vous ai noté en jaune les supports potentiels. Si on fait un double bottom, on viendra chercher les moins 4% supplémentaires. Si on vient chercher ici, plutôt, on va dire, cette espèce de... on s'était récupéré post-Covid et on avait retapé une sorte de ligne de coup qui pour moi est un support vraiment intéressant. On serait à moins 14% à nouveau sur le S&P. Et si on vient chercher vraiment le support ultime ici, on serait autour des moins 20% sur le S&P. Donc globalement moins 30 sur le S&P et moins 20 sur le Nasdaq sont tout à fait des objectifs cohérents. Étant donné le contexte. Maintenant, comprenez bien que soit on y va très rapidement, soit potentiellement on pense ici, enfin tout le monde commence à s'accorder à dire qu'il est possible que... comment dire? Alors, pour revenir sur la Fed, ici, par exemple, vous le voyez, 70% du marché pense qu'on va faire une hausse de 0,75% à la prochaine hausse qui se trouvera, vous le voyez ici, le 2 novembre. Donc les 2 tiers du marché sont en train de pricer ici une hausse de 0,75. Bitcoin la price moins que le S&P, c'est ce qu'on peut regarder ici dans les chiffres. Pour l'instant, en tout cas, Bitcoin supporte plutôt bien cette nouvelle et le discours de Powell qui a été de dire on va aller très vite au 4,5% est ici en train de se mettre en œuvre dans les petites mains du marché qui sont en train bien évidemment de pricer cette nouvelle, à la fois de la hausse de 0,75 qui
était plus ou moins déjà dans les prix, et à la fois de la prochaine hausse qui est en train de dire la prochaine fois on va encore monter de 0,75, donc on aura des taux d'intérêt directeurs de la Fed qui seront autour de 4%. Concrètement, il va falloir comprendre ici que si jamais le marché continue à évoluer comme ceci, eh bien, on aura déjà pricé les 0,75% au moment du 2 novembre, donc au moment des nouvelles annonces de la Fed. Et il faut bien comprendre ici qu'on aura un nouveau CPI qui va sortir tout simplement le 13 septembre, le 13 octobre. Le 13 octobre, on aura les indices des prix à la consommation. S'il est à nouveau baissier, mais que l'inflation, le core CPI baisse, eh bien, on pourrait ici avoir des choses intéressantes à voir dans les prix. Et sur le calendrier économique, on aura déjà des informations sur l'inflation. Alors là, il s'agit du PCE, mais la Fed l'utilise beaucoup vendredi prochain. Donc vendredi prochain, on aura déjà un petit peu des informations sur le year over year, etc. et toutes ces choses-là au niveau du PCE. Et puis ensuite, il faudra attendre encore une douzaine de jours pour avoir les indices des prix à la consommation américains du mois de septembre. On va passer sur les news, on va passer directement sur XRP. Ça va être une vidéo assez longue, hein, autant pour moi, je me suis un petit peu emballé là. Je prends juste avant ça la stablecoin dominance, et la stablecoin dominance, vous voyez que on revient ici au contact de ce fameux canal ascendant qui tient depuis 2018 avec une grosse déflation, une grosse déviation là quand même en dehors du canal. Est-ce qu'on va à nouveau faire une déviation? Est-ce qu'on va péter ce canal, hein? Ce canal, c'est un modèle qui tient depuis 2018, mais il n'est pas obligé de tenir jusqu'en 2048. L'idée ici pour moi, c'est que il faut jouer le rejet, donc il faut jouer potentiellement un petit bull run, puisque jusque-là, par le passé, ça nous a plutôt pas trop mal réussi en dehors de cette déviation-là. Donc on se fait à nouveau rejeter, là, vous le voyez, court terme. Vous voyez que là, on est en 4 heures, on se fait rejeter 2 fois, et bien sur la stablecoin dominance, force est de constater que peut-être on peut continuer à jouer cette structure. Ensuite, on va, donc je le disais, aller sur XRP. Analyse rapide de XRP. XRP qui nous pump un joli plus 20, plus 30%, là, hein, je ne sais pas combien il a fait exactement. Hop. On avait analysé XRP par le passé. Hop, avec ce superbe triangle que nous avait donné XRP, triangle symétrique de sommet. Et en l'occurrence, on avait identifié ici une target au 0,15. Vous voyez qu'on a atteint le premier objectif, en tout cas à 1 centime près, on n'est pas complètement en dehors ici de ce que nous donnait l'idée de cette structure. On a touché le premier objectif et là, on est en train de rebondir. Est-ce qu'on va aller taper un pullback sur cette trend là? C'est plus que possible, et puis ensuite se retourner et redescendre. En tout cas, sur l'action de prix, ça serait plutôt ce qu'on serait en train de potentiellement voir. Néanmoins, il y a des dénouements qui sont en train de se faire sur le procès de XRP contre la SEC. Et vous savez que moi, je vous dis assez souvent qu'il y a plusieurs choses qu'il faut regarder, et la régulation des cryptos en fait partie. Est-ce que les cryptos vont être sous la sphère de compétence de la SEC, ou alors est-ce qu'ils vont être sous la sphère de compétence du CFTC, qui est beaucoup plus laxiste et qui a beaucoup moins d'employés, etc., qui est beaucoup moins compliqué. La SEC, vous devez remplir des contrats d'investissement, etc. Si les cryptos tombent toutes, enfin les cryptos qu'on va dire en proof of stake, si toutes ces cryptos-là tombent sous le joug de la SEC, eh bien à ce moment-là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué de investir, etc. Enfin, ça risque d'être beaucoup plus compliqué que ce qu'on fait actuellement. Et en l'occurrence ici, on avait des dénouements qui était en train de se faire sur le procès de la SEC contre XRP, et en l'occurrence autour du 12, 13 et en gros 13, 15 et 19 septembre, on avait des motions qui devaient être déposées par les deux parties et ensuite rendues publiques. Et vous voyez que sur le prix, ces motions-là, en gros, ont été analysées par le marché comme étant favorables à XRP, et pas seulement, tout simplement, ici, tout le monde commence à penser que la SEC va déposer la hache de guerre potentiellement, parce que le cas, on va dire, est un peu plus... il y a notamment des emails qui avaient été échangés entre la SEC et XRP, etc. Toutes ces choses-là qui vont être rendues publiques, qui ont été rendues publiques même. Et en l'occurrence, ici, il y a une partie qui va potentiellement être en faveur. Le juge n'a pas encore tranché, mais il y a une partie des emails qui vont devoir être divulgués. Donc, ça veut dire ici que...
Il y a des emails dans lesquels la SEC avait dit à XRP non, vous n'êtes pas une securities et qui vont potentiellement ici être divulgués au niveau du juge et le juge est plus ou moins ici, en tout cas dans les papiers, n'a pas encore donné son accord. Tout ça va se faire plutôt vers la fin de l'année, mais en l'occurrence, ça serait plutôt ici favorable à XRP, d'où le fait que, on va dire, tous les XRP fans, etc., sont en ce moment positionnés énormément à l'achat. Est-ce que ça veut dire qu'on va péter cette trend ou pas? Pour le coup, je ne sais pas. Tout dépendra du juge, hein, sincèrement. Mais on aura des nouvelles ici par rapport à tout ça un peu plus tard, à savoir qu'autour du 18 octobre, donc dans un mois, eh bien, les parties vont donner ici, vont donner tous les matériaux, les briefs, etc. Toutes ces choses-là vont être à nouveau, il va y avoir comme une sorte de contre-proposition, si vous voulez, par rapport à toutes les motions qui ont déjà été déposées aujourd'hui. Et en gros, dans la semaine du 18 au 24, on aura à nouveau une espèce de retour d'échange, un nouveau ping-pong entre la SEC et XRP. Globalement, ici, vous le voyez, autour du 22 décembre, on aura principalement toutes les infos et le juge devra plus ou moins trancher. Donc on peut ici espérer, de la part de XRP, une résolution d'ici la fin de l'année. Dans l'autre sens également, il y avait la possibilité, voilà, pour le juge de refuser ou d'adopter tout simplement toutes ces motions, et ça n'a pas vraiment été fait. Donc ceci est plutôt une très bonne nouvelle pour XRP, et on va dire que la défense de la SEC est en train de s'effriter plus ou moins. Pareil, donc on a des personnes qui sont de la CFTC, donc du bureau des commodités. L'autre bureau, on a deux bureaux ici pour tout ce qui est boursier, hein, tout simplement aux États-Unis. Donc Commodity Futures Trading Commission. Et ici, le bureau des commodités est allé visiter, a fait une rencontre avec le CEO de XRP. Donc c'est relativement intéressant de voir également que finalement le CFTC commence à s'intéresser dans le cas où ce fameux procès serait plutôt mauvais, dans le sens où et pour moi ce procès a plombé réellement le fait que la SEC attaque directement au tribunal XRP et Ripple a vraiment plombé le dernier bull run parce que tout simplement on avait une espèce de d'épée de Damoclès, voilà, qui était celle de la régulation, qui s'est posé, une chape de plomb qui s'est posée sur ce bull run et qui l'a empêché de vraiment partir comme il aurait dû, tout simplement parce que les institutionnels, quand vous investissez l'argent d'autres personnes, ça n'est pas possible pour vous d'aller dans des choses qui sont trop incertaines. Et là, en l'occurrence, ça n'était pas possible pour les institutionnels d'aller à fond sur les altcoins et à fond sur toutes les altcoins en proof of stake, parce que c'était indécis tout simplement pour leurs clients. Voilà, là on a fait le point sur XRP. On aura plusieurs choses qui vont sortir autour du 18 octobre, on sera attentif à ça. Maintenant on va faire le sentiment, on va essayer d'accélérer un petit peu. Le sentiment sur le carnet d'ordre, notamment, hop, carnet d'ordre, vous voyez qu'on a des gros ordres ici qui ont été fill dans cette descente. On a des ordres également qui vont traîner ici autour des 18,806 et on a à nouveau des ordres qui sont autour des 18,510. Pas beaucoup d'ordres à la vente, donc si on devait se retourner là, globalement, vous le voyez, on n'aura pas énormément d'ordres, encore que c'est relativement ici dans le range. Personne n'achète des milieux de range, hein. On essaie ici plutôt de taper en bas et de vendre en haut, donc c'est relativement normal sur, on va dire, toute cette partie ici de latéralisation, d'avoir assez peu de choses en milieu de range, hein. Dans les ranges, en général, on achète le bas et on vend le haut, ou on vend le haut et on achète le bas. Sur les options, on a clôturé des options ce matin. Est-ce que je vais avoir la date? Je pense pas. Non, j'aurai pas la date. Si, j'aurai la date, 24. Non, c'est curieux. Non, alors j'aurai pas l'expiration. C'est pas grave, on va regarder celle du 30, 22 000 $ comme max pain price, avec, vous le voyez, un joli petit sourire entre les deux. Donc du coup, 22 000 $, et là on est à 19 000, donc ça voudrait dire une dernière semaine de septembre plutôt pas trop mal au niveau des options en général, en tout cas. Sur Ethereum, à 1500 $, donc ça pointerait plutôt ici vers le haut. Est-ce qu'on a énormément de put? Non. Et vous le voyez, put call ratio à 0,36, donc on a beaucoup plus de call que de put. Et sur Bitcoin, on va regarder également.
0,59 pour le put call ratio, et donc du coup c'est la même chose, hein. Pour faire gagner des puts, il faudrait vraiment que ça baisse beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on soit autour des 17 000 par exemple, le premier strike étant même à 18 000. Donc pour les faire gagner, donc on a pas mal de chances d'être entre, on va compter 20 000, d'être entre 20 et 22 000 d'ici vendredi prochain, dans une semaine. Les marchés en levier. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés en levier? Là, on est sur Ethereum. On va faire Ethereum en premier puisque c'est lui qui est sur la chart. Qu'est-ce qui s'est passé sur Ethereum? Vous le voyez ici, un open interest qui monte avec beaucoup de shorts dans la place. Donc ça, on va pouvoir l'enlever. Globalement, ici, on avait eu du long sur ce point-là, mais il a été pris depuis. Ici, on avait eu du long également, mais il a été pris. Ici, on avait eu un petit peu de short, mais il a été pris également. Ici, vous le voyez, c'était tout simplement toute la partie qui était pendant le meeting de la Fed. On a vraiment bien travaillé dans les deux sens pour venir sortir et les shorters et les longueurs. Ensuite, on a un petit peu de short qui se met en place sur ce point-là, mais il a été travaillé également. Vous voyez qu'on est remonté là au niveau du prix. Ensuite, on s'arrête là, et là, en gros, on a une forte augmentation de l'open interest. Dans un premier temps, au niveau de short, c'est-à-dire que ce niveau a été travaillé entre-temps, et là, on a plutôt du long qui est rentré. Donc, ce qu'on va rajouter, c'est un fort point de longueur à peu près vers ce niveau-là de prix. Mais vous voyez qu'il a été travaillé quand même, donc on peut l'enlever, je pense. Mais on n'a pas tout à fait travaillé tout l'open interest qu'il y a dedans. Donc on va quand même le garder. On va le mettre par ici, légèrement en dessous. Et vous voyez, parce que sinon, s'il avait été vraiment travaillé d'importance par ce point-là, eh bien, on aurait perdu de l'open interest. Et c'est pas vraiment le cas. Vous voyez que l'open interest continue à monter. Donc tout ça, c'est du long. Tout ça, c'est du long, et à l'instant T, on a un petit niveau également de short qui s'est travaillé jusqu'au plus haut. Vous voyez ici cette montée de l'open interest tout en ayant un funding qui descend. Donc, il est petit, hein, ce niveau. Il est vraiment pas conséquent, mais on va le garder comme ceci, et celui-ci est assez conséquent. Donc, du coup, on va le mettre en un petit peu plus gros. Voilà, ça c'était pour Ether, donc un niveau à prendre autour des 1250 et un niveau à prendre autour des 1350. Maintenant pour le BTC USDT PERP. Pour le BTC USDT PERP, qu'est-ce qui s'est passé? On a un petit peu la même montée d'open interest. Vous voyez qu'on revient au point où on était pré-meeting de la Fed. Et globalement, on s'est d'abord construit sur du short. Le niveau a été pris. Ensuite, on s'est construit sur du long à partir d'ici. Tac, avec un niveau assez conséquent, hein, je pense. Ce niveau-là a été pris entre-temps. Donc là, on s'est construit sur du long, tout le long. Hop, on va bien ici augmenter ça. Donc on s'est construit sur du long à peu près jusque ici. On a un tout petit niveau de short, mais il a été travaillé ensuite. Ensuite, on a ici également du long qui se crée à partir de là. Donc on aura un niveau de long à rajouter également ici, qu'on va mettre pour le coup en petit. On continue à augmenter au niveau open interest, donc on aura également un niveau de long, mais il a été travaillé depuis ici, et puis ici pas mal de shorts qui rentrent, enfin quelques shorts qui rentrent à partir de là. Donc on va mettre également ce niveau là, hop, à 19 500. On a quelques shorts à venir prendre, et depuis on latéralise. Le prix descend, mais on latéralise, et on est plutôt sur du shorter qui rentre, mais je pense qu'on est plutôt en train de déleverager là ici les longueurs. Le CVD au spot qui se porte pas trop mal, donc en l'occurrence ici ça nous a donné quand même de la liquidité à venir prendre en dessous, hein. Cette espèce de rebond a donné quand même ici un point autour des 18,7 à potentiellement venir travailler. Donc est-ce que le prix va juste venir chasser les stops sous les 18,7 et ensuite repartir? C'est une bonne question. Si on regarde la map des liquidités, vous voyez que pendant le FOMC ici, on a eu cet énorme mouvement, mais qui a été liquidé des deux côtés, et depuis on est plutôt en faveur des shorters, mais les niveaux sont vraiment pas énormes sur BTC. Sur Ethereum,
Même chose, sauf qu'on a peut-être un tout petit peu plus de shorters, mais globalement, on est en train de travailler ici tout simplement les liquidités. Donc assez peu de demandes au spot, une demande au spot qui est vraiment pas déconnante, et des liquidités qui sont travaillées. Là, vous le voyez sur la heatmap, on a quand même de la liquidité à venir prendre au-dessus des, je vous avais parlé tout à l'heure, des 27. On a même des choses à prendre jusqu'à 21K. Donc si jamais la demande au spot, le CVD au spot se retourne réellement, on viendra travailler d'abord ce niveau-là. Et si jamais la demande au spot ici se retourne plutôt vers le bas, c'est-à-dire que les acheteurs s'essoufflent tout de suite, même si c'est pas ce que je vois sur le momentum, moi personnellement, mais si jamais les acheteurs au spot ici s'étouffent tout de suite, eh bien à ce moment-là, on aura bien entendu un nettoyage jusqu'au 17,2, donc une perte du dernier plus bas. Vous voyez qu'on a de la liquidité ici jusqu'au 15. Sur les 7, ça c'est du 7 jours, hein, donc c'est sur les 7 derniers jours. Si on se met maintenant sur 3 mois, au niveau de la heatmap, globalement, on est plutôt proche on est plutôt chargé en liquidité vers le bas, même si on a travaillé ce très gros niveau-là, vous le voyez au dernier plus bas. Alors c'est curieux qu'on soit pas venu mécher plus bas ici, mais en gros la liquidité ici nous pointe vers le bas. Donc globalement, on a de la liquidité qui pointe vers le bas, des options qui pointent plutôt vers le haut, un momentum qui pointe plutôt vers le haut, et puis une macro globale qui fait un petit peu la gueule. Donc voilà, à vous de faire vos jeux un petit peu hein, sur comment vous pensez tout simplement ici à quoi le prix va réagir le plus. Au niveau des liquidités, c'est pas énorme, on n'a pas énormément d'entrées en position ici, mais quand même on a on a pas mal d'informations comme quoi potentiellement tout ça pourrait rester baissier. Donc si on reprend ici les triangles, et qu'on réfléchit un petit peu à ce qu'il peut se passer, personnellement, moi je reste haussier parce que c'est mon décompte de base et que de toute façon j'étais déjà en trade. En ce moment, je n'ouvre pas nécessairement de nouveaux trades, si ce n'est ce petit long que j'ai ouvert là ici sur le fait qu'on ait tenu ce support pour un éventuel retour en haut et effectivement faire cette flat. Néanmoins, bien entendu, ce trade est relativement risqué, donc il est fait avec de petites sommes et un risk management assez serré, tout simplement parce que mon scénario ne m'inspire pas une énorme confiance, mais que je veux quand même être dans le train si jamais tout ça part. Donc éventuellement, si je vois qu'il y a des signaux intéressants vers le haut, j'aurais tendance à renforcer ma position. Si jamais notamment d'ailleurs on passe les 19,5 hein. Pour moi c'est, vous le voyez, on a buté plusieurs fois dessus, ici ça fait 3 ou 4 jours qu'on bute sur les 19,5, donc si jamais on ne repasse pas les 19,5, et ça risque d'être, cette position là risque d'être compliquée à tenir. Donc voilà en l'occurrence pour moi, désolé, vidéo de 41 minutes, mais on a parlé de plein de choses, donc je pense que pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ça restait quelque chose d'intéressant. Si jamais vous avez réussi à regarder la vidéo jusque là, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications si c'est pas déjà fait, et puis mettre un like, un commentaire d'encouragement. Je vous rappelle qu'on a le Discord sur lequel vous pouvez venir vous inscrire également. Enfin, vous avez juste à cliquer sur le lien, vous faites une présentation dans le premier salon dans lequel vous allez atterrir, et une fois que vous aurez fait cette présentation-là, on vous attribuera les rôles et vous pourrez accéder au reste du serveur. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude de demander en fin de vidéo un commentaire à la con, c'est-à-dire un commentaire qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, et le commentaire du jour sera est-ce que vous avez des machines qui ne veulent jamais coopérer avec vous? Et moi en l'occurrence c'est les imprimantes. J'ai un problème avec les imprimantes, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas quand je dois imprimer un truc. Donc voilà, est-ce que vous avez l'œil noir avec une certaine machine que vous pouvez posséder quelque part chez vous? C'est tout pour moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée, merci de m'avoir suivi, on se retrouve demain, à bientôt.